Voilà, donc bonjour à tous et à toutes plutôt. J'aurais dû dire dans l'autre sens. Merci Irène pour ton invitation. Je vais essayer de vous présenter en 20 minutes trois visions de la justice. Parce que quand on parle quand on s'interroge sur la justice sur le rôle de la justice pour aider à lutter contre les violences faites aux femmes, encore faut-il s'entendre sur ce que c'est la justice. Or, dans le paysage actuel, on peut identifier trois types différents et il est important de comprendre ce qu'ils impliquent si on veut pouvoir porter alors un combat et une revendication vis-à-vis de la justice en disant c'est ça que je veux. Parce que si on va en justice en disant rendez-moi justice et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on recherche, on risque de vivre quelques déconvenues. Alors, le point de départ de mon exposé, finalement, c'est qu'est-ce que c'est un conflit. Parce qu'en fait, on a tous une petite idée de ce que c'est un conflit, mais la justice, évidemment, elle définit à sa manière ce que c'est un conflit, c'est-à-dire un conflit qui va l'intéresser, un conflit dont elle est susceptible de se saisir. Et pour définir ce conflit, eh bien, finalement, on va se pencher sur trois questions. Quel est le fait générateur, c'est-à-dire c'est quoi qui est à l'origine du conflit, quelles sont les parties en présence et quel est le type de solution qu'on peut envisager d'apporter. Je vais passer en revue trois modèles historiques qui sont toujours en vigueur aujourd'hui. Le modèle pénal classique, qui date pour l'essentiel du 19e siècle, pour dire les choses de manière brève. Le modèle de défense sociale tel qu'on l'appelle en Belgique et qui date de la fin du 19e siècle et qui était déjà une tentative de réforme profonde des approches de la justice, et un modèle plus récent qui est le modèle réparateur ou restaurateur, mais dont ma collègue Anne parlera plus en détail après. Euh, on va partir en fait de l'idée que finalement un même type de situation peut faire l'objet de trois types d'appréhensions différentes. Commençons par ce que nous connaissons a priori tous le mieux, à savoir l'approche pénale qui consiste à en fait réprimer une infraction. Qu'est-ce que c'est l'infraction? Mais c'est ça le fait générateur. La justice pénale intervient quand une infraction a été commise. Pas quand quelqu'un est malheureux, pas quand c'est injuste, mais quand une infraction a été commise. Ça veut dire que ce modèle repose sur l'idée que le législateur est le porte-parole de l'intérêt général et que c'est lui qui va prédéfinir quels sont les comportements qui sont prohibés et donc en faire des infractions. Ça pose des questions, notamment la question de savoir qui le législateur représente. Quand les femmes n'ont pas le droit de vote, il est bien clair que le législateur peut difficilement représenter l'intérêt des femmes. Quand les femmes sont sous-représentées, ça pose des questions. Mais c'est une question qu'on peut se poser par rapport à beaucoup de populations différentes, en fait l'ensemble des populations, des groupes minoritaires ou minorisés. Mais donc voilà, c'est déjà une question qui se pose par rapport à ce type d'approche. Alors donc, l'idée de l'infraction, c'est bien l'idée qu'il préexiste une norme légale. Ça veut dire donc qu'il faut tout prévoir à l'avance et que ce qui n'aura pas été prévu n'est pas infractionnel et devra faire l'objet d'une réforme légale. Est-ce que ça veut dire aussi que comme notre code date de 1867, le code pénal, on doit vivre comme en 1867? C'est une grande question. C'est-à-dire qu'une critique récurrente, c'est la critique de l'ancienneté des infractions. On a défini la plupart des infractions à une époque où on vivait de manière très différente d'aujourd'hui et aussi à une époque où les revendications n'étaient pas vraiment les mêmes. Par exemple, l'évolution de la notion de viol est une évolution spectaculaire, mais par exemple, avant les années 60, le viol entre époux n'existait pas. Il n'était pas en soi dépénalisé, simplement, c'était pas, on considérait que le terme de viol ne pouvait pas recouvrir un viol entre époux. Aujourd'hui, ça paraît être une évidence. Mais donc, cette idée de la prédéfinition du comportement infractionnel est une idée qui peut être problématique. Alors, donc ça veut dire aussi qu'on part de l'idée qu'on définit limitativement les comportements qui sont exclus, qui sont interdits. Donc ça veut dire que l'imprévu, de nouveau, est hors champ. Et alors ça veut dire aussi que puisqu'on doit tout définir à l'avance, on doit définir abstraitement l'ensemble des comportements prohibés. Alors si on prend une notion comme la notion de harcèlement, par exemple, c'est une notion qui est très difficile à définir de manière précise. Or, théoriquement, dans un système pénal, on doit prédéfinir de manière précise les comportements qui sont prohibés. Même la notion de viol, pour revenir à ça, en fait, elle n'était pas définie dans le code pénal à l'origine. C'était simplement la prohibition du viol, étant entendu que tout le monde savait ce que c'était un viol. Et au fur et à mesure que des plaintes ont émergé, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas si bien que ça ce que c'était un viol. Est-ce que, par exemple, un viol, ça implique un rapport sexuel hétérosexuel? Est-ce que ça implique un rapport sexuel complet? Est-ce qu'on peut violer dans d'autres orifices que les orifices initialement imaginés?
Est-ce qu'on peut violer avec un objet, etc. Donc ce sont des questions qui se sont posées et qui font partie de la difficulté à utiliser le droit pénal pour, par exemple, réprimer les violences faites aux femmes. Quels sont les acteurs? Les acteurs auxquels on pense tout d'abord, évidemment, c'est l'auteur et la victime, ou plus spécialement l'auteur contre la victime. C'est bien l'idée que dans la justice pénale, on oppose des parties nécessairement. Ça veut dire qu'il y a deux positions, mais pour une infinité de situations concrètes possibles. C'est-à-dire que la configuration des relations entre auteur et victime dans la société est éminemment variable, mais devant une juridiction, il n'y a que deux positions, c'est auteur ou victime. Il y a évidemment l'avocat. La justice est tellement complexe qu'on a besoin d'un professionnel pour être assisté, ce qui peut entraîner une critique de dépossession et d'incompréhension. Je ne suis plus maître de mon litige parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que tout doit passer par mon avocat et que mon avocat m'a dit « surtout, taisez-vous, parce que vous allez dire des conneries ». Ce qui est vraisemblablement un bon conseil dans ce cadre-là, mais ce qui peut entraîner évidemment des frustrations terribles. Il y a bien entendu le procureur, donc qui est celui qui va accuser. On parlait tout à l'heure de la plainte et du retrait de plainte. En fait, à partir du moment où une infraction a été signalée aux autorités ou à partir du moment où un des services des autorités a constaté l'existence d'une infraction, la victime n'est plus maîtresse de la situation. C'est-à-dire que l'État peut dire « je m'empare du litige, ok madame, vous êtes venue le lendemain pour dire tout compte fait, je retire ma plainte, fort bien, mais je sais que ça s'est passé et donc je continue à poursuivre ». Le procureur, c'est celui qui accuse au nom de la société, pas au nom de la victime, et qui peut accuser contre l'avis de la victime aussi. Alors évidemment, ça a comme autre conséquence que l'auteur a droit au silence et qu'il est présumé innocent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est accusé par quelqu'un et lui ne doit pas démontrer son innocence. C'est le procureur qui doit démontrer sa culpabilité. S'il n'y parvient pas, malgré le silence de l'accusé ou du prévenu, il n'y a pas de condamnation possible. Une figure aussi qui est importante, c'est la figure de l'expert qui va devoir attester de certains faits. On a évoqué tout à l'heure la question de l'expertise gynécologique en cas de viol. C'est une question qui est extrêmement complexe et extrêmement problématique, mais ça peut aussi entraîner une dépossession, un sentiment de dépossession, et on est ici finalement dans quelque chose qui est la différence entre l'objectivité supposée de l'approche de l'expert et la subjectivité supposée aussi de la victime. Quand on rentre dans des expertises psychiatriques, etc., on peut aboutir à des situations qui sont assez difficilement définissables. Et bien entendu, le dernier acteur, c'est le juge et le principe d'impartialité qui l'accompagne, et c'est la question de savoir, est-ce qu'on juge les gens vraiment les yeux fermés? C'est tout cet imaginaire d'un magistrat qui ne connaît aucune des parties, qui à la limite ne s'intéresse pas du tout à leur cas, parce que son métier n'est pas si intéressé, mais qui va avoir pour mission de trancher au terme d'un procès extrêmement ritualisé. Quelle est la finalité de cette approche? La finalité principale, c'est simple, c'est punir. Après, on va raconter plein d'autres choses autour, en disant oui, mais ça dissuade, oui, mais ça réforme, tout ce qu'on voudra, ok, peut-être, c'est loin d'être prouvé, mais bon, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la finalité principale, c'est punir. Donc la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que faire mal? Voilà, ça c'est une critique qui est fréquente en disant, mais finalement, et elle a été beaucoup évoquée ici au sujet de la prison, finalement, à quoi ça mène tout ça? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche à obtenir comme finalité? Alors sur le côté, il y a la question de l'indemnisation, mais qui fait partie soit d'un procès civil à part, soit d'un petit procès civil qui se greffe sur le procès pénal quand quelqu'un se constitue partie civile. Et alors là, l'indemnisation, en fait, c'est de l'argent. C'est aussi quelque chose de très particulier. Et puis à la fin, la finalité, c'est aussi d'exécuter le jugement avec toute la question de savoir quels sont les jugements qu'on exécute vraiment. Les gens condamnés, qui sont ceux qui vont vraiment purger leur peine? Parce qu'une fois qu'on est condamné, ça ne veut pas dire qu'on va purger sa peine. Donc la question, c'est par exemple, quand on exécute une peine, qu'est-ce qu'on prend en compte comme intérêt? L'intérêt de la société, l'intérêt de l'auteur, l'intérêt des victimes? Voilà, ça c'est aussi, de nouveau, une question qui est très complexe. Est-ce qu'on va envoyer absurdement, entre guillemets, quelqu'un en prison des années après les faits, alors qu'il s'est réinséré, qu'il a fondé une nouvelle famille et que ça se passe bien et qu'on détruit tout? Oui, non? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce que la victime réclame ou pas une exécution de la peine? Et si elle ne la réclame pas, est-ce que ça change quelque chose? Enfin voilà, ce sont des questions auxquelles volontairement je ne réponds pas, parce que ce sont des questions auxquelles il faut, je pense, répondre politiquement ou d'un point de vue militant, pas d'un point de vue juridique. En soi, les possibles sont ouverts.
Alors, autre modèle, c'est le modèle de la défense sociale, avec comme idée écarter le danger. C'est l'idée que punir, c'est bien joli, mais qu'en fait, c'est trop tard. Par définition, on punit trop tard, c'est-à-dire qu'on punit après la survenance des faits. Et que aussi, punir, on punit un type, par exemple, on le met en prison ou on le prive d'une partie de ses biens via une amende, et puis on lui dit, voilà, c'est fait. Et donc, il peut recommencer. Donc, l'idée, c'est réagir à un danger ou le prévenir. Et donc, le fait générateur, ce n'est plus une infraction en soi, c'est une situation de danger. C'est par exemple l'idée du mineur en danger ou du mineur dangereux dans le droit protectionnel des mineurs. C'est quelque chose qu'on retrouvera dans tout ce qui concerne l'internement. L'internement, c'est quoi? C'est quelqu'un dont on constate qu'il est atteint d'une pathologie mentale qui le prive du contrôle de ses actes, de sa responsabilité. On ne peut donc pas le punir, mais plutôt que de le relâcher en disant « il est fou, c'est pas grave », on décide de l'interner. Ce n'est pas une punition. On considère qu'il est dangereux et on va essayer de le soigner si c'est possible. Et donc ici, on agit sans faute, c'est-à-dire qu'on agit sur quelqu'un qui n'a pas commis de faute, voire parfois on agit avant l'acte, dans certains cas. Alors, ça repose évidemment sur un diagnostic de type médico-social, donc on n'est plus dans l'idée d'une infraction préconstituée, mais dans l'idée d'une expertise qui va à un moment dire « cette personne n'est pas responsable de ses actes ». Alors le problème, c'est aussi comment est-ce qu'on définit le danger? Qu'est-ce qui peut définir les contours de cette approche et comment aussi prévoir ce qui va justifier l'intervention? Avec le droit pénal, vous savez à l'avance ce que vous ne pouvez pas faire. Avec cette approche-là, finalement, est-ce que vous ne risquez pas d'être jugé dangereux ou en danger à un moment alors que vous ne l'auriez pas été auparavant et qu'entre les deux, on ne vous a pas signifié le fait qu'il y avait une nouvelle infraction, par exemple? Quels sont les acteurs? Le déviant, qui n'est plus alors un coupable puisqu'il n'est pas responsable, il est déviant. Il est le facteur de danger qui est au cœur des préoccupations. C'est à lui qu'on fait attention premièrement. Et la victime, là-dedans, a plus un rôle de symptôme. C'est pas de chance, c'est sur elle que c'est tombé, mais merci beaucoup parce que grâce à vous, on s'est rendu compte que cette personne posait problème. Je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, la sollicitude des services de l'État, entre guillemets, ou en tout cas leur attention, est essentiellement orientée vers le déviant, vers l'auteur, la personne qui est à l'origine de la situation qui est jugée. L'expert ici a une importance très importante, parce que par exemple, dans le cas de l'internement est fait sans durée. C'est-à-dire que la personne entre en défense sociale et ne sait pas quand elle sortira. Elle sortira quand les experts se seront entendus sur le fait qu'il est libérable, voire guéri. Alors, imaginons qu'il soit schizophrène et qu'il réponde très bien au traitement médicamenteux, il peut être libéré 3 mois plus tard. Imaginons qu'il ait fait des choses considérées comme peu importantes, mais en vertu d'une pathologie qui est, elle, incurable, il peut y rester toute sa vie. Donc là, on est dans une situation qui est très différente, et la question de la proportionnalité qui a été évoquée tout à l'heure est ici vue de manière très différente. Et alors le juge est ici sur un mode mineur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend la décision, mais évidemment, face à l'appareil d'expertise, il est parfois fort démuni. Et donc, parfois, il lui est difficile de dire non, je ne suis pas d'accord avec votre vision du DSM-4 et l'étiologie de la pathologie. Non, il reçoit un rapport, le type vient lui expliquer. Comment peut-il contester le rapport d'un expert ou d'un collège d'experts? Quelle est la finalité? La finalité essentielle, c'est sécuriser en prenant des mesures. Donc, on ne punit pas, on essaye de supprimer la situation de danger. Alors, ça veut dire que potentiellement, on va gérer l'avenir sans solder le passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peine pour ce qui s'est passé auparavant. Cette chose est donc un symptôme, si vous voulez, quelque part. C'est quelque chose qui a été fort critiqué, c'est que ça supprime la notion de responsabilité. Plus personne n'est responsable de ce qui s'est passé antérieurement. C'est quelque chose qui peut être aussi difficile à vivre. Alors, l'idée donc des mesures, c'est régler le problème rationnellement et efficacement. Avec toute la question, donc quand on a instauré ce système, on avait beaucoup d'espoir sur les capacités de la psychiatrie, voire même de la sociologie et de la criminologie, pour aider à régler une fois pour toutes le problème de ces gens qui étaient déviants. Aujourd'hui, il faut dire qu'on en est un peu revenu. Alors, l'idée aussi ici, c'est qu'on prend soin du déviant. C'est lui qui est au cœur de l'attention. Donc, la
on est face à deux possibilités. En gros, soit on guérit ou on règle le problème, soit on incapacite, c'est-à-dire qu'on garde le type dans un établissement psychiatrique ad vitam aeternam parce qu'on ne sait rien en faire. La question de la proportionnalité, dans ce cadre-ci, elle se pose. Et la question, a priori, se pose entre la gravité du danger et la lourdeur de la mesure, et plus entre la gravité d'une faute et l'importance de la sanction. Troisième volet, le volet de la réparation, que j'ai sous-titré Gérer le dommage, et dont Anne, de nouveau, vous parlera plus en détail. On part d'une situation problème, c'est-à-dire le fait générateur, c'est le fait que quelqu'un a rencontré un problème, qu'on qualifie de dommage. Donc, en fait, ce n'est pas tellement dans cet esprit, dans cette vue-là, qu'une infraction a été commise, ce n'est pas tellement qu'un danger existe, c'est que quelqu'un se plaint de quelque chose et dit, moi, on a porté atteinte à mes intérêts, d'une manière très globale. Alors, là, une première question, c'est, tiens, est-ce qu'on ne serait pas en train de passer de l'intérêt général à l'intérêt particulier? Je rappelle que le système pénal, au départ, dit, moi, législateur, je parle au nom de l'intérêt général, et moi, magistrat, je rends la justice au nom de l'intérêt général. Ici, la question, c'est, est-ce qu'un intérêt particulier a été atteint? Avec des possibilités de nuances, puisque, dans toute une série de cas, la victime, c'est la société. Et qu'à ce moment-là, le dommage, c'est un dommage subi par la collectivité, et pas nécessairement par une personne identifiée. Donc c'est l'idée de la dégradation d'une situation antérieure. On a une situation antérieure qui n'est peut-être pas idéale, mais qui est ce qu'elle est, et puis elle se dégrade. Ça veut dire qu'il y a une infinité de situations individuelles et qu'on n'est pas du tout face à l'idée des éléments constitutifs de l'infraction, par exemple. Quels sont les éléments pour qu'il y ait coup et blessure, par exemple? Quels sont les éléments pour qu'il y ait assassinat ou meurtre? Ça, dans la loi, a priori, on a une série d'éléments et on peut savoir que quand tous les éléments sont réunis, ben, on y est. Tandis qu'ici, évidemment, on est face à des situations extrêmement diverses. Prenons un exemple. Je frappe quelqu'un. Je frappe quelqu'un qui a une maladie cardiaque et qui décède. Je frappe quelqu'un qui est en pleine santé et qui m'en recolle une. Par exemple, parce que cette personne a subi des formations chez Garance et je ne m'y attendais pas, et bon voilà, je me fais démonter. Bon, les conséquences ne sont pas les mêmes. Je peux aussi, par exemple, on peut imaginer d'autres choses. Par exemple, un autre type d'agression. Un frotteur se frotte à une femme dans le métro. Une femme qui a de les réparties, qui en a vu d'autres et qui tient le coup. Une femme qui, pour plein d'autres raisons, est beaucoup plus atteinte par ce fait-là, en raison de son histoire ou de je ne sais de quoi, et donc elle subit un dommage qui pour elle est vraiment énorme. Donc forcément, on est face non pas à la même situation, pour un juge c'est deux situations identiques, c'est-à-dire c'est un frotteur, point, tandis que du point de vue de cette situation de problème-ci, c'est plus du tout la même chose. On a deux personnes qui vivent très différemment la situation, et si cette situation est définie au départ du dommage, ce sont deux situations différentes. C'est ici, on est face à un regard récursif aussi, ça c'est important. Donc on n'est plus face à un regard prospectif qui dit « il sera à l'avenir interdit de », on est face à un regard récursif, il s'est passé ça et ça a posé problème. Ce n'était pas forcément écrit dans le marbre que ça poserait problème. Ce n'était pas écrit dans le marbre que si je poussais cette personne, elle allait tomber et se casser le col du fémur. D'accord? Et donc, la définition de la situation est une définition récursive. Quels sont les acteurs? Il y a le fauteur de trouble alors, et là on est en train d'opérer un glissement, c'est-à-dire qu'on passe de l'idée d'un coupable, ou d'un auteur qui sera déclaré coupable, à l'idée de quelqu'un qui finalement est un emmerdeur, un importun, quelqu'un qui a causé un dommage. Faire attention parce que ça implique aussi quelque chose, on va dire politiquement. Dire qu'un frotteur est un agresseur sexuel, c'est pas la même chose que de dire qu'un frotteur a causé un dommage à quelqu'un. On est d'accord? Parce que moi, quand je ne fais pas attention en roulant et que je rentre dans la voiture de mon voisin, je lui cause un dommage. Mais je ne suis pas un agresseur sexuel et je ne suis pas un agresseur de voiture non plus d'ailleurs. D'accord? Et donc là, on comprend bien que ces logiques sont aussi porteuses de représentations qui ont un vrai poids et qui donc doivent faire aussi l'objet d'une prise de conscience et d'un choix. La victime, en fait, la victime, c'est l'étalon de la situation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de victime, finalement, c'est qu'il ne s'est rien passé, ce qui pose aussi d'autres questions. Et ça veut dire aussi qu'a priori, c'est elle qui va guider le processus. Parce que c'est son cas qui doit être réglé. Maintenant, il faut faire attention aussi, parce qu'elle est l'étalon de la situation, sauf qu'elle peut être aussi privée de son statut de victime. Parce qu'il est tout à fait possible que la situation soit redéfinie.
Monsieur a peut-être collé une gifle à madame, mais est-ce que madame n'avait pas été désagréable juste avant? Est-ce qu'il ne souffre pas beaucoup dans son esprit de ce mépris qu'elle affiche d'elle, etc. J'ai fait ma thèse sur la médiation pénale et j'ai assisté à une discussion qui était exactement celle-là. C'était vraiment très, très, très intéressant comme entreprise de déconstruction des catégories victime-auteur. Et où on se retrouve avec une victime, d'ailleurs la victime et l'auteur vivent toujours ensemble mais ne veulent pas se rencontrer dans le cadre de la médiation, où chacun a son discours, et où le discours de l'auteur est bien de dire, en fait, ma femme me fait une vie impossible. C'est possible, je n'en sais rien, hein, donc moi je suis là en tant que sociologue, c'est pas mon affaire. Mais par contre, ça montre les implications de ceci. La victime est l'étalon de la situation, oui mais. D'accord? Donc c'est pas un statut inexpugnable, comme en matière pénale, où les rôles sont clairement tranchés. J'ai dépassé 30 secondes, mais j'ai presque fini. Troisième acteur, le couple des parties. C'est-à-dire qu'en gros, ce à quoi on va aboutir dans cette vision-là, c'est à l'idée d'une réparation. Mais cette réparation, elle ne sera pas sans la collaboration des deux. Ce qui veut dire que, quelque part, l'auteur et la victime finissent par devoir constituer une sorte d'alliance, bon gré mal gré, pour aboutir à une discussion sur la détermination de l'indemnisation et sur l'exécution de cette indemnisation, qui à ce moment-là n'est pas forcément de l'argent. Et puis il y a le médiateur, en gros, hein, souvent, en tout cas c'est un médiateur dans ces approches-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt facilitateur, avec toute une gamme de nuances, et Anne aura l'occasion d'en parler. C'est faciliter la résolution du conflit, mais ce n'est pas décharger du fardeau. Ça veut dire que les parties restent quand même chargées d'une partie de ce fardeau. Finalité, réparer bien entendu, ça veut dire indemniser, restaurer, compenser, tout est envisageable. Et donc ça peut être de l'argent, ça peut être des services, ça peut être des excuses, ça peut être juste une explication sur les faits. Voilà, c'est très variable. Et ça aussi, ça peut poser problème, parce que la question c'est, est-ce qu'on ne va pas sortir sans rien, finalement? Responsabiliser pour ce qui s'est passé avant, être reconnu, donc que l'auteur soit reconnu responsable de ce qui s'est produit, mais aussi responsabiliser pour le futur, c'est-à-dire rendre l'auteur responsable de la restauration de la situation antérieure. Alors, c'est aussi là comme finalité définir un bien qui équivaudrait au mal qui a été commis. On n'est plus dans un mal pour un mal, on est a priori dans l'idée un bien pour un mal. Est-ce que le dommage est commensurable? C'est très compliqué. Comment évaluer le dommage subi par cette femme victime d'un frotteur dans le métro? Voilà. Sûrement pas en lui donnant une somme d'argent, mais au moins l'affaire est réglée. Enfin, on évacue la question. Mais quand on dit, et finalement, qu'est-ce qui pourrait vous réparer? Qu'est-ce qui vous dédommagerait? Souvent, la victime dit, en fait, j'en sais rien. Et assez naturellement. Ou simplement aussi, comme finalité, apaiser la situation, c'est-à-dire essayer d'arriver à une baisse de la souffrance et du conflit. Mais est-ce que ça veut dire à ce moment-là qu'on abandonne l'idée de rendre justice? Moi, je considère que ce type de processus, très souvent, ne fait pas partie de ce que moi j'appellerais des processus dans lesquels on rend la justice. Ce n'est pas une question de justice à ce moment-là. Mais ça se discute, hein, très clairement. En bref, 3 modèles de justice que je vous résume juste ici, donc pénale, sociale, restauratrice, infraction, auteur-peine, danger, déviant, mesure, dommage, victime, réparation. Ça a l'air simple, mais ça veut dire qu'il faut faire des choix dans cette histoire-là. Enfin, on peut essayer de combiner des choses, hein, mais il faut faire attention parce que ça se mélange pas souvent très bien. Donc la justice, c'est une question politique. Quelle est la nature du problème qu'on a identifié? Quels sont les acteurs qu'on veut prendre en considération ou faire intervenir? Quels objectifs poursuivre? Et donc, le point de vue féministe là-dedans, c'est un point de vue parmi d'autres qui peut permettre de dire, ben voilà, moi, à la justice, ce que je veux demander, c'est ça. C'est l'intervention de tel type de personnes, c'est prendre ces gens-là et pas ceux-là en considération, etc. Les focalisations principales, hein, on voit bien aussi, dans le débat actuel, indiquent qu'il y a des options possibles dans une diversité de féminismes et que donc, il y a aussi là des choix politiques en interne dans le mouvement féministe qui peuvent être faits par rapport à la question de la justice. Voilà. Je suis désolé, je l'ai passé de 4 minutes. Je vous signale juste que la présentation est enregistrée et que donc vous pourrez la revoir si vous voulez, si j'ai été trop vite. Oui, je suis désolé. Je vous signale aussi. Voilà, je vous signale aussi qu'elle commence à me frapper en dessous de la table, vous ne l'avez pas vu. Je vous signale aussi que j'ai écrit avec Anne un article qui paraîtra dans la prochaine livraison de la Revue Nouvelle qui sera consacré au féminisme et qui est un article centré sur que peut la justice pour les femmes. Eh bien oui, incroyable.
Et alors, comme la question de la prison a l'air de passionner les foules, je vous signale qu'est en train de se créer, dans l'orbite notamment de Bruxelles laïque, mais de manière très large, une section belge du GENEPI, qui est un groupement de citoyens qui veut militer sur les questions carcérales et réfléchir sur les questions carcérales. Et donc, le 15 mars. pardon ? Le 15 mars, c'est pas grave. Voilà, et je donnerai une formation dans ce cadre-là le 24 avril, et c'est ouvert à tous. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Je vous remercie.